Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la taverne du gamer, je suis Sid, accompagné de notre cher Kiki. Comment vas-tu, Kira, cette semaine? Bonjour Sid, bonjour tout le monde. Bah écoute, ça va bien, bonne petite semaine. Je suis en vacances, tout à fait. Donc ça va forcément. Voilà, j'ai travaillé que lundi et du coup je suis en vacances depuis mardi. Donc j'en ai profité pour me balader un peu à droite à gauche, un peu visiter, un petit peu en Bretagne. Je me suis un petit peu baladé en Bretagne, c'est vrai qu'il fait beau là-bas, donc on en profite. Malgré tout, j'ai quand même fait pas mal de petites choses, donc je continue Clair Obscur. Là, je suis sur le chapitre 3. Boss de fin. Donc voilà, le boss de fin. Donc je suis vers la fin, du coup, donc c'est plutôt cool. J'ai commencé The Precinct, tu sais, le jeu de oui. tu es la police en vue de dessus à la GTA 1 et 2. Donc, qui est plutôt cool. Ouais. Également, ouais, je m'amuse beaucoup. Il y a pas mal de petites subtilités, tu sais, avec des crimes aléatoires gérés de façon procédurale. Donc, ça te permet de faire tourner, de faire ta journée de keuf. Donc, si tu joues roleplay, c'est plutôt drôle. J'ai été voir le dernier Destination Finale au cinéma qui était excellent, mais vraiment très bon. Il arrive dans mon top 2 de la saga. Donc, voilà. Donc, je vais voir. Peut-être que j'en parlerai dans quelques temps. Je sais pas encore. De la saga, ce serait bien. Oui, tout à fait. Et j'ai regardé les 3 films sans un bruit que je n'aime pas du tout. Clairement, je me suis fait chier. Pourquoi t'as regardé ça 3 films. En fait, un pote me les a survendus. Il m'a prêté les Blu-ray, tu vois. Il m'a dit tu vois, c'est fantastique. Sauf qu'en fait, il y a des trucs qui collent pas scénaristiquement. Et du coup, moi, j'ai scotché là-dessus tout le temps. Enfin, je veux dire. Est-ce que c'est Papy Gamer qui t'a fait ça ou pas? Et c'est complètement Papy Gamer. Je m'en doutais. Donc ouais, non, c'était vraiment pas bien. Donc voilà. Et toi, qu'est-ce que t'as fait de beau cette semaine? Alors cette semaine, je termine mon 100% de Clair Obscur que je suis en train de platiner. Il me reste un petit platine qui est pas piqué d'un ton, un petit boss secret bien délicat. J'ai découvert un nouveau podcast, donc New Game Plus, avec Mugen à la présentation, avec très sympa. J'ai aussi découvert cette semaine et j'ai écouté un épisode, tu vois. Excellent. Qui fait pas mal de rétro gaming et tout, quelqu'un de très gentil. Je t'ai jamais dit, je suis allé voir Thunderball au cinéma, ou Thunderball. Tu en as pensé quoi? Bon, Kira, il y a des trucs que j'ai trouvé géniaux, comme le boss, comme certaines thématiques, et il y a des trucs que j'ai trouvé vraiment claqués. Donc moi, je suis mi-figue, mi-raisin, comme je dirais. Tu vois, je dirais pas le recommander, mais voilà, c'était pas incroyable. J'ai compris, c'était trop bien, il faut aller le voir. Voilà, allez le voir pour vous ennuyer, vous passerez 1h30 à dormir. Et aussi j'ai revu Your Name, un animé japonais éminemment connu pour sa qualité, donc peut-être que je le ferai en chronique, qui est vraiment très cool, avec une BO magnifique. Et sinon, Xenoblade, ça y est, j'arrive à la fin du Xenoblade 2, donc vous risquez d'avoir des grosses chroniques là ces derniers temps, Clair Obscur, Xenoblade, voilà. Et le sommaire, du coup, Kira, c'est une bonne transition parce que j'ai donné mon temps de parole sur les news parce que ma chronique sera un peu plus longue. Donc dis-nous tout. Toi, tu nous as préparé des petites news, j'ai vu, sympathiques en plus. C'est ça. On va parler de The Sinking City, un jeu que j'aime beaucoup, donc c'est l'occasion d'en reparler. On va également parler de Jade Raymond. Alors, Raymond, à la française, je ne sais pas comment on le dit, de Haven Studio, et surtout du jeu qu'elle développe Fair Game pour le compte de Sony. Donc ça, c'est au niveau des news. Ensuite, ça sera le test de Clair Obscur Expédition 33. Voilà. Et pour terminer, en chronique hors sujet, ça fait longtemps que j'en parle, mais là je vais parler de 2 bandes dessinées Disney création originale. Donc c'est édité chez Glénat et vous savez, maintenant vous commencez à me connaître, j'aime beaucoup Disney et j'avais envie de vous parler de ces bandes dessinées, donc ça sera l'occasion. Ouais, j'ai hâte j'en ai lu une sur 2 que j'avais beaucoup aimé, donc j'ai hâte d'avoir ton avis sur la deuxième. Et on nous demande souvent, Kira, la question traditionnelle, comment soutenir la taverne du gamer, sachant que nous prenons pas un seul de vos deniers pour l'instant. Non, je plaisante. Pas un seul de vos deniers. Comment on peut soutenir à la taverne du gamer, Kira? Alors, en commentant, bien sûr, sur les applications de podcast, en mettant 5 étoiles. Donc, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour qu'on puisse vous lire. En allant sur le site internet également pour remplir le formulaire. Là, bien sûr, vous avez l'assurance de passer pendant l'émission. En nous suivant sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram. On est disponible un peu partout, sauf TikTok, parce qu'on n'en a rien à carrer. Et voilà, nous écouter, partager les épisodes, parler autour de vous, c'est vraiment le plus beau cadeau que vous puissiez nous faire. Et bien sur ce, là, l'émission risque d'être dense, donc on attaque sans plus tarder. D'abord générique et après tes actualités, mon cher Kira.
The Sinking City, sorti initialement en juin 2019 et développé par Frogware sous le moteur Unreal Engine 4. Donc ce jeu fait peau neuve maintenant sous Unreal Engine 5. Donc ça offre une amélioration visuelle très significative et plusieurs fonctionnalités demandées par la communauté. Donc cette édition remasterisée intègre notamment un système d'illumination globale avec lumen et du ray tracing, des textures 4K avec un niveau de détail environnemental rehaussé, la prise en charge de technologies FSR, DLSS et une génération d'images bien supérieure, un mode HDR et un mode option graphique, donc 4K 60 FPS ou 30 FPS. Pas mal. Voilà. Des optimisations de gameplay incluant les commandes, les combats, l'équilibrage également. Ils ont également modifié les foules, donc on a un peu plus de différence de texture au niveau des PNJ, mais surtout au niveau des créatures qu'on va affronter. Donc ça c'est plutôt cool, parce que le combat c'était quand même le point faible du titre, et c'est vrai qu'ils l'ont modernisé. Alors ça s'appelle The Sinking City Remastered, c'est accessible gratuitement aux joueurs possédant déjà le jeu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series XS. Donc chaque plateforme dispose de son propre processus de mise à jour que je vais vous dicter tout à l'heure. Donc déjà c'est plutôt cool, hein. Ils font ça gratos. Voilà, c'était Sony, ils auraient fait ça à 10 balles. Eux non, ils sont sympas. Alors pourtant ils ont quand même moins de budget. Gratos plus ou moins, dans le modèle éco en fait c'est parce qu'ils ont explosé vraiment littéralement leur campagne Kickstarter du 2 et du coup c'est financé par le Kickstarter de la campagne du 2, donc c'est déjà payé en soi, donc c'est pour ça que le modèle éco est un petit peu différent. Ils ont fait plus de 500 000 $ contre 100 000 attendus, donc c'est vrai que mais très, très beau geste, hein, franchement. C'est vrai que j'ai participé au Kickstarter, mais ils auraient pu se garder entre guillemets la moula, mais non, ils décident d'en faire profiter la communauté, ce qui est plutôt cool. C'est carrément cool. Alors si vous êtes sur Steam, vous avez une fenêtre d'options qui permet de choisir entre la version originale et la version remasterisée au lancement du jeu. Sur PlayStation 5, la mise à jour se fait automatiquement sans intervention. Et sur Xbox Series XS, la nouvelle version apparaît dans la bibliothèque comme un produit distinct, donc il faut juste le relancer, mais vous gardez aussi la version originale à côté. En fait, vous avez les deux versions qui restent dans votre bibliothèque, ce qui vous permet de switcher à votre guise de l'une à l'autre. Alors pour rappel, The Sinking City nous plonge dans une enquête immersive inspirée de l'univers de H.P. Lovecraft. L'histoire se déroule à Oakmont, une petite ville partiellement engloutie et rongée par des forces surnaturelles inexpliquées. On y incarne un détective cherchant à percer le mystère hanté de cette cité. Et si vous voulez avoir plus d'informations dessus, je l'ai testé dans l'épisode 61. Donc c'est l'occasion si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations. Ce qu'il faut savoir, c'est que The Sinking City 2 arrive donc cette année, développé également sous Unreal 5. Tu en parlais tout à l'heure avec la campagne Kickstarter. Donc t'as fait le kick alors? J'ai fait le Kickstarter, bien sûr. C'est généralement les jeux Frogware, je les fais tous. Et t'auras des stretch goals, t'auras des récompenses? Ouais, il y a des stretch goals dedans et tout, des petits. Alors c'est une version numérique uniquement, mais il y a pas mal de petits avantages comme des costumes, des extensions, des petites choses comme ça. Je pense aussi qu'ils ont remodernisé le premier jeu via Unreal 5, peut-être pour se faire la main sur le moteur graphique, parce qu'avant ils utilisaient donc Unreal 4. Et donc ça leur permet peut-être d'être optimal pour le nouveau jeu en tout cas. Le 2. Voilà, je trouve que c'est un bon mood, j'ai hâte de tester le deuxième et ça va me donner envie peut-être de me relancer sur le premier que j'ai déjà fait 2 fois, mais bon, pourquoi pas le refaire une troisième comme on dit. Bah écoute, je me souviens grave de ta chronique du jeu, ça m'avait marqué, et le point faible, je me souviens très bien, tu parlais des combats qu'ils étaient presque finalement dispensables dans cet univers Cthulhu, où le principal était ailleurs finalement dans l'ambiance, les décors, la partie plus énigme, enquête, etc. Donc je savais même pas qu'il y avait un 2, c'est quand tu m'as parlé de cette news, j'ai vu la news tomber et le financement du Kickstarter, et cette fameuse campagne de financement participatif qui a fait 5 fois la mise attendue, bah c'est quand même, je trouve, un vrai gage de qualité. Ça montre que la communauté est hyper derrière le jeu, hyper investie, donc ça inaugure vraiment du bon, et comme tu dis, super bien de leur part d'avoir fait cette récompense en plus des autres récompenses du Kickstarter, à savoir cette version remastered, et en plus Unreal Engine 5, on voit que ça en a quand même dans le capot, donc le jeu doit être absolument magnifique. Alors je l'ai un petit peu lancé, j'ai fait que le prologue, et c'est vrai que c'est beaucoup plus beau, il y a vraiment plus d'effets de lumière, de brouillard, on a vraiment un peu de ray tracing aussi. Ouais, beaucoup de ray tracing même, comme tu le sais, moi le 60 fps je m'en fous un peu, donc je joue en 30 fps en mode résolution, donc je me retrouve forcément avec du ray tracing partout, et comme on est dans une ville en fait qui est inondée avec pas mal de flaques d'eau sur le sol et de lumière qui crépite,
suite. C'est là qu'on a vraiment l'apport de cette technologie, donc ce qui est quand même très très propre, et également au niveau des effets de lumière où ça passe à travers la brume, où on peut voir aussi à travers les fenêtres. Enfin, on a vraiment un gros gap graphique pour le coup. Ce qu'il faut savoir également, c'est que Frogware, tu sais, c'est un studio ukrainien, donc qui à la base fait les Sherlock Holmes. Ils ont même fait dernièrement un crossover entre Sherlock Holmes et Cthulhu. Et le jeu Sinking City, le premier, en fait, a failli être leur dernier jeu, car ils étaient en contrat avec Big Ben à l'époque, qui devait développer le jeu, distribuer le jeu. Et il y a eu une histoire de bataille pour les droits, parce qu'ils n'avaient pas été payés comme il se doit. Et à la suite de cette bataille, ils ont récupéré les droits de Sinking City. C'est pour ça qu'ils font un 2 qui renouvelle le jeu, en tout cas. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si vous achetez la version de Sinking City normale, sans le remaster, est encore disponible sur internet, mais si vous l'achetez, c'est Big Ben qui touche l'argent. Par contre, si vous prenez le remaster, c'est Frogware qui touche l'argent. Donc faut pas se tromper, c'est vraiment deux jeux différents maintenant. Ok, très très bon tips. Je pensais pas que ça pouvait fonctionner comme ça. Donc oui, on encourage plutôt à prendre évidemment la partie remastered. Exactement. Pour soutenir les devs en direct. Ok. Et si vous avez le jeu, vous mettez votre galette et c'est parti, quoi. En avant Guingamp. En avant Guingamp, comme on dit. On va passer sur la seconde news, donc oui, c'est encore moi pour les news. C'est un véritable coup de tonnerre qui relance les interrogations sur la carrière récente de Jade Raymond, la fondatrice de Haven Studio. Elle est responsable du développement du shooter multijoueur Fair Game et quitte l'entreprise. Un départ qui survient alors que le jeu de braquage compétitif free-to-play est en cours de développement chez Sony, donc ça reste toujours en développement, ça change rien sur l'avancement du jeu, et avec une communication quasi inexistante. Donc ça déjà c'est quand même une source d'inquiétude parce que ce jeu est déjà en développement depuis quelques années. L'information nous vient de Bloomberg, elle est relayée par Jason Schreier, le fameux. Après 4 années à la tête de Haven Studio, le studio qu'elle a fondé, Jade Raymond quitte le navire, une annonce surprenante, surtout au vu du peu d'informations disponibles. Schreier indique que cette décision serait intervenue quelques semaines après les premiers tests externes du jeu, tests qui auraient suscité des inquiétudes parmi certains développeurs et parmi Sony quant à son avancement et son accueil. Le porte-parole de Sony a assuré que la firme est déterminée à soutenir Haven Studio et ravie de poursuivre le voyage avec cette équipe si talentueuse, langue de bois, lequel serait désormais piloté par Marie-Ève Denis et Pierre-François Spinski. Cette nouvelle s'ajoute à une série de revers quand même pour cette personne qui semble accumuler les projets avortés. Je ne sais pas si tu te souviens, en 2015, elle dirige Motif Studio, notamment pour travailler sur le projet Ragtag, un jeu Star Wars sous la houlette de Amy Hennig, finalement abandonné en 2019. Elle rejoint Google pour diriger Stadia Game, mais fermeture de Stadia oblige, ça lui pousse à rebondir une nouvelle fois, et c'est en 2021 qu'elle fonde Haven Studio, et qui est intégrée à PlayStation Studio en mars 2022. Donc c'est quand même un départ brutal, c'est pour moi très inquiétant quant à la pérennité de ce futur jeu. En tout cas, quand tu vois tout ce qui s'est passé avec Concorde, ils ont déjà plusieurs jeux à service qui sont encore en cours de développement. Ça sent quand même le sapin, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ça sent le sapin, c'est vrai. Après, je suis pas particulièrement inquiet par le jeu parce que je savais même pas qu'il existait. Donc, je t'avoue que là, à chaud comme ça. S'il disparaît, je t'avoue que. J'ai regardé, il y a qu'une seule vidéo vite fait, quoi. C'est vraiment. En 4 ans, c'est Je l'avais pas dans le scope, ce jeu, donc voilà, je peux pas dire si les gens sont talentueux ou pas, ou s'il va sortir, c'est une bonne ou mauvaise nouvelle, mais en tout cas, évidemment, Sony et les autres sont davantage frileux maintenant sur les jeux à service, et il faut que ça dépote. Donc la stratégie qui était de sortir 10 jeux à service pour en avoir un dans le lot qui fonctionne et rentabiliser le coût de production des 10 avec le carton. Pas spécialement viable. Moi, en tout cas, je pense dans l'air du temps, en effet, et je pense que les personnes à la tête de ces grosses boîtes commencent à se dire la même chose. Donc Jade Raymond, moi je la connaissais entre guillemets, je ne me connais pas évidemment, mais je crois qu'elle a bossé chez Ubi sur Assassin's Creed, Watch Dogs, et c'est là-dessus, c'est vraiment à ce moment-là qu'on avait commencé à la connaître. Donc je me souvenais même plus, tu vois, qu'elle avait créé ce studio, Haven Studio. Bon, comme tu dis, Kira, je te rejoins, ça sent le sapin, et pas la bonne odeur de sapin des Landes comme à la Cano, c'est plutôt le petit sapin dans la voiture, tu sais, en carton qui lui
il est douteux, quoi. Surtout qu'encore une fois, c'est Jade Raymond a, donc comme tu dis, a fait Assassin's Creed et Watch Dogs, qui sont des jeux solo narratifs. Et là, elle passe à un jeu donc free-to-play ou peut-être pas, mais un jeu à service en fait qui n'est pas du tout, on va dire, le même métier. Et c'est pas du tout la même façon de coder ce genre de jeu. Regarde, on parlait de Suicide Squad il y a encore quelques temps, qui est quand même un très très gros échec. Warner en a encore parlé cette semaine. Et ça a été développé par Rocksteady, qui est un studio qui est très très talentueux, qui ont fait la trilogie Batman Arkham, mais vraiment de façon magistrale. Et à côté, ils se sont totalement croûtés sur leur jeu Suicide Squad. Donc comme quoi, tu peux être... disons qu'il faut, je pense, avoir les bonnes personnes pour développer ce type de jeu. À côté de ça, on a Bungie, qui est en train de faire son marathon. Eux, c'est leur spécialité, donc à coup sûr, ça sera au cordeau et aux petits oignons. Mais bon, là, forcément, c'est... je me dis que le jeu à service, plus ça va, moins ça va. Oui, et puis c'est vraiment un domaine d'expert, tu as raison, et on peut penser à Naughty Dog aussi, qui ont fait... machine arrière, oui. Tu vois, ils se sont dit non, en fait. Il y a Naughty Dog, il y a aussi, les développeurs de Spider-Man, Insomniac Games, pareil, qui voulaient faire un jeu multijoueur Spider-Man également. Donc, comme quoi, c'est vraiment... il y a eu un phénomène de mode qui est en train de se tarir, et pour moi, c'est pas plus mal. Oui, et puis t'as des ténors qui sont indétrônables, t'as les Minecraft, les Roblox, les Fortnite, qui sont trop installés, les Warzone, enfin, tous ces jeux-là, et c'est ça. Pourquoi changer pour ceux qui s'amusent déjà beaucoup là-dessus, quoi. Donc oui, c'est délicat en effet, et puis souhaitons à cette personne le meilleur, malgré qu'on soit tous les deux très dubitatifs, et de toute façon c'est pas notre cam, espérons que ça se passe bien pour les devs malgré tout, mais ouais, je pense que toi et moi, on s'en fiche un peu, voilà. On s'en fout totalement, tout à fait. Et ceci clôture la petite... mais finalement pas si petite que ça, il y avait matière, très bonnes actualités mon cher Kira, pour enchaîner sur Clair Obscur Expédition 33 où ça risque d'être un peu plus long. En plus je te fais des interros surprises au milieu de la chronique mon cher Kira, comme tu adores. Donc Clair Obscur, petite intro rapidement, premier jeu du studio Soundfall Interactive, donc ils font beaucoup parler d'eux en ce moment en France et à l'international. Donc ils sont à Montpellier, dans des studios assez rigolos. D'ailleurs, c'est dans une grande maison de maître, une maison magnifique et tout, pas propice normalement aux gros open space qu'on connaît, et pour cause, ils sont 30. Il y a eu quelques tâches déléguées aussi à des équipes coréennes, je crois. Ils sont crédités au générique de fin. Donc voilà, on parle souvent de ce studio à Montpellier à juste titre, hein, tout le sel a été là, mais il y a des personnes qui a priori sont en Corée et qui ont aidé. Donc le jeu est sorti partout, et peut-être qu'il va sortir sur Switch 2 d'ailleurs. Guillaume Broche en parlait et il se dit pourquoi pas, donc ce qui peut être cool. Hein. Et c'est un RPG au tour par tour, enrichi de mécaniques en temps réel, on le verra, avec une direction artistique picturale à pas piquer des hannetons. C'est d'ailleurs là, actu Kira, le jeu vient de tomber aujourd'hui, on enregistre jeudi. Il est repassé premier jeu le mieux noté sur Metacritic de l'année. Je sais pas si tu as vu, il était deuxième, il y avait Blueprints devant, et là il est repassé premier. Oui, j'ai vu, oui. Parce que Edge a mis un 10 sur 10, donc en 28 ans, il y a que, je crois, une trentaine de jeux qui ont eu 10 sur 10, et il en fait partie. J'ai vu ça. Et c'est le jeu le mieux noté des joueurs sur Metacritic de tous les temps. Donc ça, c'était assez notable sur 12 000 évaluations. Donc ceci étant dit, bref, on s'en fiche, tout ça c'est des notes, ce qui compte c'est notre ressenti. Donc entre lumière, obscurité, élégance et chaos, tour par tour et temps réel, hein, je le disais, le jeu explore des contradictions, de la dualité, et la chronique va être sur ce thème-là. Donc il y a 6 petits chapitres qui seront à chaque fois pour mettre en avant une dualité, mais avant tout musique, donc une musique qui buzz énormément, qui est très très écoutée sur YouTube et sur les applis de podcast aussi. Donc on vous laisse avec la musique et on vous reprend juste après. Dans là-haut sera ravi, les toits à sur noir gris fera, clair, obscur, trouble de rature, trouvera effet, clair, obscur, bordé aux peintures, trouvera sans elle, clair, obscur, trouble de rature, trouvera effet, clair, obscur, bordé aux peintures, trouvera sans elle. Donc, chapitre 1, la belle époque, donc la dualité entre l'élégance et le chaos.
Donc, interro surprise, est-ce que tu te souviens de ce qu'est la Belle Époque, Kira ? Et je vais pas feinter, moi je savais pas trop, enfin c'était un peu obscur dans ma tête, clairement obscur. Est-ce que tu te souviens un peu la Belle Époque alors ? Oui, la Belle Époque, c'est début du siècle dernier. Paris, avec tout ce qui fait le charme, c'est-à-dire la baguette de pain, le béret, la marinière, tout ce qui représente la culture française, on va dire, du début du siècle dernier. C'est pas mal, mon cher Kira, bravo. Je te dis bravo. Donc c'est la période, c'est un style, enfin une période plus qu'un style, peu importe, mais c'est donc entre 1870 et 1914, donc tu es en plein dedans, bravo. 1914, qu'est-ce qui arrive ? La période... Avant ça, il y a la période, comment dire, tu sais, de l'Expo universelle où ils ont construit la Tour Eiffel, justement, et ça fait partie de la Belle folklore. Ouais, complètement. Et on est dans une époque finalement qui est très culturelle, qui célèbre l'art, qui célèbre la science, la technologie aussi. On commence à avoir du travail à la chaîne, des usines, etc. Mais sauf qu'il y avait une ambiance un peu latente de peur du déclin qui rongeait un petit peu les esprits. Donc on était entre vraiment cette époque très flamboyante, mais qui était aussi en crise. Je l'avais imaginé, et ça fait du sens avec Clair-Obscur, mais une très jolie fleur qui est en train de se faner par peur de la guerre, et il y a la Grande Guerre qui est arrivée par peur du déclin. Ouais. Et Clair-Obscur, dans son ambiance, dans sa direction artistique, parce que c'est ça le premier chapitre, c'est de l'architecture somptueuse, c'est des costumes sublimes, c'est des visages nobles, et c'est beaucoup d'élégance, moi j'ai trouvé dans cette direction artistique. Et en même temps... C'est vraiment le point fort du jeu. Ouais, c'est un très très gros point fort. Et mais t'as en même temps ce vernis qui craque où tout est délabré comme une vieille peinture qui a pris l'humidité. Et je trouve que cette métaphore, elle illustre très bien ce que c'est. C'est cette période faste qui est malheureusement en délabrement. Et pourquoi ? C'est que chaque année, dans ce monde du jeu de Clair-Obscur, il y a une peintresse, donc une géante, qui est très très loin, qui peint sur un monolithe, lui aussi tout aussi géant et qui surplombe le monde. Elle peint un numéro, donc 33, et toutes les personnes qui ont cet âge sont effacées. Et elle le fait depuis des dizaines d'années, donc à chaque fois le chiffre décroît et les gens disparaissent comme ça d'un coup, un peu à la Thanos. Ça le gommage. C'est tout à fait, en effet, c'est... On appelle cela le gommage, c'était ma phrase d'après. T'as lu mes notes, Kira ou... Non, pas encore. Je suis un peu dans le jeu en ce moment. Donc. Ouais. Faisant de la mort, en plus, un rituel qui est prévisible. Donc je trouve que ça change énormément le mindset des personnages parce qu'ils ont moins peur de la mort parce qu'elle est prévisible. Ils savent quand ils vont mourir et ils vont plus facilement du coup à créer cette expédition expédition 33 pour aller essayer de tuer la peintresse parce que de toute façon ils savent qu'ils vont arriver à l'âge butoir donc en avant quoi. Enfin ils ont rien à perdre finalement. Perdu pour perdu. Et c'est brillant d'écriture, alors c'est pas inédit, ça fait penser à la Horde du Contrevent que j'ai lu d'ailleurs grâce à un de nos auditeurs, donc de Damasio, et c'est justement ça, les protagonistes jouent, enfin il y a un vent incontrôlable et ils mènent des expéditions pour traverser le monde, le découvrir, etc. Donc c'est tout à fait inspiré de ça. Et donc nous on suit cette expédition 33 qui doit y aller, essayer de battre la peintresse et ce destin tragique, funeste, mais vraiment en lumière le côté résilience, courage, sacrifice des autres, parce que c'est une expédition qui va se battre pour les autres et qui vont à la mort, hein, et en même temps nimbé de fraternité. Donc oui, une histoire, une direction artistique qui est quand même très singulière et qui rajoute un enjeu dramatique dès le prologue assez dingue. Le moment du prologue est un acte très, très fort. C'est fou, tout à fait. Surtout, ça arrive très très vite, parce qu'au final, on joue que depuis 20 minutes. Quoi. À peine, une heure. Enfin, moi j'ai mis une heure sur le prologue, mais ouais. Ouais, donc c'est pour ça, c'est assez rapide quand ça arrive, et forcément, ça met déjà un coup, ça plante la graine et ça met l'ambiance, quoi. Ouais, complètement. Exactement, ça donne le ton. Et donc, c'est une bonne transition au personnage, où là, je vais parler davantage du clair-obscur. Et là aussi, petite question, est-ce que tu te souviens de ce qu'est le clair-obscur, sachant que là, par contre, je le savais. J'avoue, j'étais assez fier de moi. Artistiquement, non, je sais pas du tout. Et pourtant, tu l'as vu plein de fois, je pense. C'est un courant de peinture, un courant artistique,
où la technique, en fait, on a vu ce genre de tableau où on voit un tableau assez sombre où t'as qu'une chandelle qui te permet, avec la lumière, le jeu de l'ombre et de la lumière, de t'attirer ton regard sur ce qui est essentiel. En fait, c'est ça le clair-obscur. C'est assez ouf comme peinture. Faudrait que tu tapes sur Google et tu vois, c'est somptueux. Et c'est vraiment faire émerger ce qui est important en faisant un jeu d'ombre et de lumière. Et c'est souvent sur des corps ou des scènes assez crues, assez dramatiques, très puissantes, tu vois, des scènes de mort, de sacrifice, ce genre de choses, tu vois, pour vraiment jouer avec le côté lumière et le côté ombre. Et ben finalement, là aussi cette dualité a vraiment beaucoup de sens, et le clair-obscur, le jeu porte très bien son nom, parce que c'est complètement ça, c'est des hommes et des femmes qui sont pris déjà avec leur propre ombre. Ils ont tous je trouve des personnages qui ont des stigmates, des personnages qui sont comme tu aimes, Kira, pas manichéens, ils ont des fêlures, vraiment. C'est ça. On peut parler tout de suite du héros Gustave, on se faisait la remarque tous les deux, c'est cool parce que c'est un héros qui est séparé de sa nana, il est pas sur un idylle incroyable, il a perdu un bras, enfin voilà, c'est pas le héros comme on peut l'imaginer dans plein d'œuvres. Donc, c'est pas déjà le vétéran de guerre beau gosse qui a aucune stigmate de la guerre. Bon, il est beau gosse quand même, mais oui, complètement, t'as raison, c'est pas le stéréotype hyper puissant, hyper valeureux. Tout pété. Mais par contre, c'est lui qui porte la lumière, tu vois. C'est lui qui porte la lumière parce que de cette expédition 33, Gustave a développé un travail de maîtrise sur la lumina, qui est une façon, selon lui, de battre la peintresse, une énergie. Et ben, tu vois, de cette ombre, aimer la lumière, c'est pareil un petit peu pour Lune, qui est une magicienne de talent, qui a pour don, elle, la curiosité de ce monde, qui a elle aussi des souffrances énormes vis-à-vis de ses parents. Qui est mon personnage préféré? Ouais, j'aime bien. En fait, je les aime un petit peu tous parce qu'ils sont écrits de façon différente. J'adore Maël. Maël, c'est un personnage secondaire mais hyper important, qui est très très proche de Gustave. Il y a ce côté un peu paternel quand même, on peut dire, je pense, hein, Kira. Oui, grand frère. Un peu. Ouais, oui, grand frère. Plus t'as raison. C'est plus juste au niveau des âges. Mais elle, par exemple, n'a pas l'âge de mourir. Elle a 17 ou 18 ans, je crois. Et elle y va quand même. Donc déjà une approche là aussi un petit peu différente quand on parlait de résilience. Il y a des personnages aussi qui sont complètement dans l'humour, dans l'absurde. Ce qui contraste aussi là, c'est toutes ces très JRPG, on pense à Final Fantasy ou les Xenoblade, qui ont des personnages très très humoristiques, pour là aussi jouer sur le drame et l'humour. Bah, c'est important parce que ça met un peu de légèreté dans un climat qui est quand même assez dramatique en fait. Oui. Ouais, je pense vraiment que c'est nécessaire. Ça a été, certains ont décrié les personnages plus humoristiques comme Eski ou François ou genre. Moi, franchement, je trouve que c'est important. Ouais, les gestrales aussi. Entre Eski et François est hilarant. C'est que je me suis trop marré quoi. Mais comme toi, et en plus je pense qu'il est important dans la narration, ces personnages sont importants parce qu'ils apportent, tu as raison, de la légèreté, parce qu'on est toujours dans ce contraste, tu vois, quand je parle de dualité, quand je parle d'ombre et de lumière, c'est ce contraste qui est important, je pense, dans l'écriture des personnages, dans l'histoire, je le disais aussi dans l'ADA, et on peut en parler là maintenant du gameplay, mais juste avant, quand je parle d'ombre aussi, il y a des antagonistes, donc je dirais pas, voilà, je dirais pas trop d'infos sur qui sont les méchants évidemment, mais il y a des surprises, il y a des twists assez savoureux, on se mange des claques. Enfin, à chaque acte, on peut quand même parler du principal antagoniste sans le citer, qui est quand même pour moi un personnage incroyable, qui fait déjà partie de mon top 10 des meilleurs antagonistes de jeux vidéo. Déjà parce que son doublage est fou, ses motivations sont excellentes également, et son physique, enfin vraiment, il porte sur lui le poids de ses décisions, il a une gueule, et à chaque fois que je vois vraiment ce personnage, il y a ce côté, tu sais, où il te fait froid dans le dos, et surtout il en impose, il a un charisme, vraiment un charisme naturel, c'est le genre de mec, je suis sûr qu'il rentre dans une pièce, tout le monde ferme sa tronche, tu vois, c'est... Et c'est vraiment très très bien écrit, parce que faire un antagoniste qui soit pas manichéen, c'est devenu compliqué. C'est poignant, c'est dramatique, on rigole, on pleure, on rit, on s'amuse, on déteste, on hurle, enfin bref, ces personnages sont très bien écrits et ils portent le jeu en plus de la direction artistique, donc deux très gros points forts pour moi. Toujours en termes de dualité, ils ont mélangé les styles, donc clair-obscur, j'avais fait une petite blague, bon je sais pas, je l'ai fait, entre JRPG et Sekiro-like, donc une symbiose, un petit jeu hybride. Qui pourrait être contre nature sur le papier. Alors, très bien ce que tu dis, en effet ça pourrait être contre nature, c'est un peu deux écoles différentes.
sauf que donc 2 écoles, c'est là que j'allais dire, un peu comme le Nanto et l'Okuto Shinken, tu sais, de Ken le Surveillant, mais ça c'est parce que je suis à fond en ce moment dedans. Ouais, c'est parce que t'es à fond dedans. Mais en fait, t'as raison. Mais j'aime beaucoup ta formule. Le jeu, c'est vraiment un métis en fait, où tu as le jeu hérite du système de combat assez dramatique, très cinématographique, très visuel, très mise en scène et surtout impitoyable des Souls ou des Sekiro-like, avec, c'est vrai, ce mélange contre nature, mais finalement qui marche très bien du JRPG où ouais, on est au tour par tour. Donc le tour par tour permet de ralentir, temporiser, contempler, se poser, et le jeu, la narration, le rythme, en plus, c'est cohérent, mais couplé avec au moment où l'ennemi attaque, on a un système d'esquive ou de parade qui sont hyper importants, qui deviennent même excessivement importants à la fin du jeu. Sans maîtriser ça, on n'y arrive simplement pas. Moi, je trouve personnellement que l'esquive est trop forte, parce que c'est pas de dégâts du tout, et un gain de points d'action en plus, donc moi je trouve le jeu un peu trop facile. L'esquive est pété parce que c'est au détriment de la parade du coup. L'esquive est pété, c'est au détriment de la parade, tu as raison, parce qu'il y a peu d'intérêt. La parade rajoute des points d'action de façon garantie. L'esquive, c'est que si on met les pictos qui vont bien, mais en effet, Kirin, t'as raison, c'est au détriment de la parade. Donc moi je trouve le jeu un peu trop simple dans ses mécaniques de gameplay, mais par contre, ces deux contradictions se répondent. Parce que l'inconvénient du tour par tour, c'est que souvent en début de partie dans les RPG, on s'ennuie parce que t'as que l'auto-attaque, t'as peu de sorts, t'as pas beaucoup de gameplay, c'est redondant. Sauf que en apportant cette mécanique-là, dès le début du jeu, avec les esquives, les parades, tu vois, dès le début du jeu, ces fonctionnalités sont intéressantes. Et en plus, le tour par tour, souvent, ça manque de dynamisme. Et là, ça te rajoute vraiment du dynamisme. Et les patterns aussi des ennemis. Qu'ils ont, tu avais expliqué dans une ancienne émission ce qu'étaient les patterns, mais c'est un peu les mouvements, hein, je pense qu'il y a un, je sais plus comment tu l'avais oui, dit. c'est les mouvements, comment dire, c'est les mouvements répétés d'un ennemi avant ses coups, par exemple. C'est-à-dire, c'est s'il avance 2 pas en avant et qu'il donne un coup d'épée, et qu'il le refait, ça c'est son pattern. Et en fait, c'est à nous de les connaître pour savoir à quel timing esquiver, en fait. Ouais. Et donc il faut les lire, donc il faut les apprendre. Ça n'existe pas dans les tours par tour. Parce que quand l'attaque arrivait, elle arrivait. Donc ce mélange, encore une fois, après c'est pas totalement inédit, il y a Mario RPG qui a fait des trucs comme ça, mais là je trouve que c'est encore mieux retranscrit. En plus c'est très mis en scène, les attaques sont très visuelles, et en plus... Peut-être un peu trop par moment. Ouais, toi je sais que t'aimes pas trop quand c'est surchargé et tout, et ça peut être en effet moi j'aime bien les identités graphiques très franches. Ça peut l'être de trop en effet, parce que en plus il y a des chiffres partout et tout ça, je sais que c'est pas trop ton dada. Mais par contre ce qui est à noter, c'est que sans regarder, on peut esquiver, on peut parer, parce que le design sonore est absolument incroyable. Donc si vous avez du mal à esquiver ou parer, en fait, fermez les yeux et écoutez, vous saurez parer et esquiver sans regarder le jeu. Et ça, pareil, je trouve que c'est extrêmement bien fait. Et enfin, pour le système de combat, donc je vais pas trop le développer, mais en gros, il y a un petit peu de notion de RPG avec des armes qui vont rajouter des compétences, des boosts, etc. On peut améliorer nos armes. Et il y a un système de pictos. Donc les pictos, c'est des compétences passives qu'on va rajouter à nos personnages. Donc quand on gagne 4 combats avec une compétence passive, on peut l'assimiler pour toujours, à condition de dépenser certains points de Lumina. Donc ça, pareil, en podcast, c'est pas très digeste, je pense, à expliquer, mais en tout cas, c'est plutôt bien fait. Par contre, mon gros bémol sera sur la partie menuing, expérience utilisateur. Enfin, je trouve le menu des pictos vraiment pas très bien fait, alors que la mécanique est précise, elle est très bien. Enfin, c'est vraiment très cool. On peut faire des builds hyper variés, des stratégies de ouf. Enfin, il y a une énorme densité de gameplay, mais par contre voilà, les menus, moi ça a vraiment pas été mon dada. Déjà dans le menu, le truc tout bête, alors moi je l'ai pas trouvé, peut-être que c'est dans le jeu mais je suis un peu douteux, mais tu sais, on peut pas comparer 2 armes ensemble, tu sais, d'avoir l'arme qu'on a en main et une deuxième, rien que ça c'est un petit peu galère.
ça aurait été bien d'avoir la première fenêtre qui s'affiche avec ton arme et les dégâts et tout ce qu'elle peut faire, et quand tu cliques une deuxième à côté, qui apparaît comme dans tous les RPG, comme un Skyrim ou quoi que ce soit. Là, je sais que moi, dans le menu, ça c'est quelque chose qui m'a pas mal emmerdé, parce qu'à un moment, tu te retrouves avec quand même une chier d'armes, et voir si ça combotte avec les pictos que tu as derrière, tu passes beaucoup de temps au final pour quelque chose qui aurait pu être plus intuitif. C'est vrai qu'on passe beaucoup de temps dans les menus. Moi, c'est pas tant sur les armes, c'est les pictos, je crois que j'en ai moins presque 100, j'imagine. Donc ça devient compliqué, mais oui, tu as raison. On passe, je pense, trop de temps dans les menus. Pas trop de temps parce qu'il y a trop de choses, mais parce que l'ergonomie est pas ce qu'il y a de plus foufou. C'est pas adapté, ouais. Mais bon, voilà, rappelons qu'ils ont fait un truc de ouf quand même, mais bon, il y a des défauts, il faut les dire, hein, malgré tout. Mais aucun jeu n'est parfait, hein. Ouais, après, certaines qualités peuvent faire oublier les défauts, hein, ça c'est indéniable, mais des défauts, il y en a, c'est sûr, donc faut les dire, et ça veut pas dire qu'on n'a pas apprécié le jeu, hein, bien au contraire. Oh non, au contraire, c'est le seul, pour l'instant, c'est le seul défaut que j'ai dit. Donc. La partie game design, donc là, la dualité, c'est le destin ou la liberté. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? Par destin, on a des objectifs de quête qui sont plutôt linéaires. On doit aller à un point A d'un point B, on sait où aller. C'est du couloir. C'est dirigiste. Il faut se repérer par la lumière, c'est ça qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de map ou d'indicateur. Tu suis les indications lumineuses pour pouvoir avancer naturellement dans ton niveau. Ça, c'est bien fait. Ouais, et le tout est ponctué par des éléments de lore pour savourer l'histoire. Donc ça, c'est le côté dirigiste que j'appelle destin du jeu. On va à la quête, on va à l'histoire. Et il y a aussi un aspect très liberté, parce qu'il y a une world map, donc comme dans tous les les RPG de l'ancienne, où on a nos personnages vus de dessus, et là on peut se balader avec beaucoup, beaucoup plus de liberté, avec tout ce qu'il y a, quête annexe, mini-jeux, des lieux secrets, des boss optionnels, des challenges. Donc, il y a ça, pour moi ça marche très bien, c'est très généreux. Il y a matière à y passer des dizaines, voire des dizaines d'heures. Moi, je trouve ça assez colossal quand on voit la dimension du jeu. Et ça, ce sera mon dernier chapitre où on parlera vraiment de la production du jeu. Mais ouais, c'est assez fou. Donc, l'élément fort de la world map, la carte du monde des JRPG d'antan, avec une narration plus contemporaine, enrichie. Donc là aussi, le mélange, pour moi, fonctionne très bien. Alors moi je suis un peu plus mitigé sur la world map déjà, que après c'est purement subjectif, hein, que je trouve pas très jolie et pas très intuitive. Je sais que c'est pour rendre hommage au JRPG à l'ancienne. Moi c'est quelque chose qui m'a peut-être un peu sorti du jeu, contrairement à Final Fantasy XVI où on avait une map traditionnelle et puis tu sais on se TP à chaque fois dans la zone indiquée. Là le fait de devoir se balader avec ses personnages, c'est pas quelque chose qui m'a plu. La musique de la world map aussi est très répétitive et assez agaçante à la longue, donc c'est pas, pour moi ça c'est pas un des points qui m'a marqué, on va dire, en positif. Ça t'a pas transporté, justement, j'allais parler sur la musique justement, donc entre orchestration et intimité. Donc la bande son signée Lorient Testard, donc un Français qui a passé 5 ans de sa vie. Donc quand on se dit ça, sachant qu'il est jeune, il a à peine 30 ans, tu te dis que c'est waouh. Donc en même temps il y a du level. Ouais, il y a du level, c'est grandiose et fragile à la fois, donc je trouve qu'elle représente aussi très bien le jeu. Moi je la trouve sublime, donc là pareil, c'est évidemment des éléments subjectifs, je la trouve sublime, elle est aérienne, assez envoûtante grâce à la voix d'Alice Duport-Percier, qui fait naturellement penser aux musiques de Nier Automata, à ce studio bien connu que j'ai oublié le nom d'ailleurs, ou à Stellar Blade, enfin ce genre de production là où on a des musiques très amples, très orchestrées, des musiques aussi nappantes, silencieuses parfois pour les moments plus intimistes, et parfois des harpes, des chœurs pour les moments plus épiques. Donc c'est un mélange, c'est très varié. Aussi, il y a de l'accordéon. Et ça, je trouve que c'est génial parce que c'est le patrimoine français, c'est notre culture. Et d'avoir osé mettre de l'accordéon pour des moments un peu plus drôles, folkloriques, je trouve que ça match en plus super bien. Et je me dis que c'est finalement un bel instrument au-delà de son côté un peu vieillot. Mais voilà, une musique qui révèle la douceur, la fragilité, la force de ses thèmes. C'est pas une musique qui est diégétique, qui répond aux situations, qui répond à l'environnement, qui change en fonction de ce qui se passe. On est sur une musique avec des déclenchements, des musiques de niveau, de world map comme tu disais, mais vraiment ça fonctionne très bien et pour moi c'est une des plus belles BO que j'ai entendues
je pense, ces 10 dernières années faciles dans un jeu vidéo. Pour la beauté de la musique, ça, il n'y a pas de débat. Je trouve ça très joli, il n'y a pas de problème. C'est un sacré travail qui a été accompli. Et certains morceaux restent en mémoire. Et ça, c'est important pour une musique. Là où je suis plus embêté, moi, c'est sur la gestion de la musique, où la musique est omniprésente dans le jeu, en fait. À aucun moment, le jeu va se taire. Pour que tu te retrouves peut-être dans des moments dramatiques, il y a toujours une musique en fond systématique. Pourtant, il y a plein de moments où il n'y a pas de musique. T'as plein de niveaux, t'as même quand ils discutent au camp, t'as pas de musique, il se passe rien, tu vois. Il y a uniquement quand t'es au camp où t'as pas de musique, si tu mets pas de disque, on est d'accord, mais dès que t'arrives sur une cinématique, t'as toujours une musique en fond sonore, c'est systématique. Il y a aucun moment dans le jeu, parce que je sais, je suis très très attentif à ça, parce que c'est quelque chose qui m'agace tout particulièrement dans le cinéma. On en parlait sur Oppenheimer par exemple, où le film est très très bien, mais par moment, il faudrait que le film, entre guillemets, se taise en fait, et arrête la musique. Et là, j'avais un peu cette sensation de playlist Spotify qui tournait de façon random, parce qu'encore une fois, beaucoup de musique n'était pas forcément liée aux actions que j'étais en train de vivre, et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu sais, il n'y a pas ce côté, comment dire, où la musique, elle est travaillée de façon narrative, en fait. Là, j'avais vraiment, voilà, j'avais vraiment l'impression d'avoir cet enchaînement voilà, le playlist Spotify, je trouve ça colle bien. 2 playlists où on balançait les 150 morceaux de musique et sans vraiment, on va dire, sans vraiment me donner les sensations ou même les sentiments que je devrais ressentir sur telle ou telle scène. Pourtant, dans des moments dramatiques, t'as quand même les chœurs qui partent, t'as les instruments qui changent, et en plus, tu as des musiques des mêmes thèmes, mais qui évoluent en fonction justement des personnages, du jeu, du monde qui se délabre, ou des rencontres qu'on a avec les personnages. Plus on rencontre un personnage, plus la musique, tu vois, elle bouge. Alors, je suis d'accord, c'est pas digétique, mais je trouve quand même qu'elle est à chaque fois en harmonie, en cohérence avec ce que l'on voit. Tu vois, moi, c'était un des points forts. Alors le truc c'est que peut-être aussi parce que c'est de la musique chantée, si c'était de la musique orchestrale je le ressentirais peut-être moins. J'ai dû baisser la musique parce qu'au départ la musique elle est à 100, j'ai dû la baisser à 60 pour finalement la mettre à 40 parce que quand par exemple les systèmes de combat ou quoi, tu vas te retrouver avec des indications sonores pour pouvoir faire ton combat, et je trouve que la musique venait parasiter ma session de jeu. Et donc le dernier point, donc qui était la partie production, donc la dualité entre les petites prods et les AAA. Donc attention, disclaimer, l'idée n'est pas d'opposer les jeux entre eux parce que voilà, ça n'aurait pas beaucoup de sens, mais il faut quand même se dire que, et je pense qu'il faut le souligner pour ces équipes françaises de Clair Obscur, donc à Montpellier, ils sont 30 personnes en interne et ils ont eu l'audace d'assumer une proposition, et je pourrais paraphraser aussi Guillaume Bosch qui le dit, nous on crée un jeu dans un style bien particulier, c'est un JRPG, et il faut l'avoir à l'esprit, et on veut que pour les fans de JRPG, ils adorent leur jeu. Et en fait, je pense que pouvoir prendre des risques, prendre des partis pris, c'est les propositions à l'heure actuelle de jeux vidéo qui vont le plus marcher ou qui vont le plus se faire entendre, qui vont le plus buzzer. Et ça, c'en est un exemple. On peut parler d'Astro, on peut parler de Split Fiction, où on est sur des plus petites productions, mais qui ont un pari à risque, un pari qui est assumé. Donc le gameplay hybride, la narration plutôt lente, les moments hyper tragiques, l'univers pictural quand même, la direction artistique, c'est quand même quelque chose qu'on voit nulle part ailleurs, et une direction artistique qui est très ancrée dans la culture française, qui l'assume, tu l'as dit, marinière, baguette, il y a même des costumes qui s'appellent baguette, donc c'est assez drôle, l'accordéon, les prénoms. Donc oui, il y a des Michel, il y a des François, il y a des Gérard, il y a des Nadine, non je sais pas s'il y a Nadine, mais en tout cas il y a des prénoms très français et ça je trouve ça cool, et ça tranche vraiment avec les productions plus aseptisées sans leur enlever leur mérite quand même, mais voilà, des Hogwarts Legacy, Call of, Assassin's Creed, etc. Donc c'est un jeu qui peut se permettre de cliver, de diviser, de perturber, et je pense que c'est quand même aujourd'hui ce qui fait son succès, et ça je trouve ça intéressant de le souligner en fin de chronique. Qu'est-ce que tu en penses, Kira, toi ? Alors, je suis d'accord avec toi, en fait, ce jeu a une âme, en fait. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Il a une âme, il a vraiment quelque chose, et il transmet quelque chose. Si le récit d'un jeu ou d'une histoire est réussi, il nous appartient à tous, en fait. S'il est raté, on peut dire qu'il appartient à son auteur. Et là, j'ai vraiment l'impression que ce jeu parle à tout le monde, ou du moins à la majorité des gens qui sont en train d'y jouer. C'est vrai qu'il y a un réel engouement autour de ce jeu. Pour une petite production, c'est quand même très
très beau, hein, faut dire ce qui est. Il y a un côté chauvinisme français quand même, hein, ça je tiens à le souligner. Bah, pas vraiment, parce que même à l'international, il cartonne de ouf. Ouais, je parle sur les réseaux sociaux, c'est plus, il y a un côté par moment un peu toxique qui est remonté dès que tu commences à souligner quelque chose qui t'a pas plu, pour X ou Y raison, parfaitement suggestif, tout de suite c'est comme si t'avais insulté des mamans, tu vois. Mais est-ce que tu décris pas les réseaux sociaux dans leur généralité ? Enfin, c'est... Oui, c'est vrai, aussi par rapport à ça. Mais ça reste quand même un très très grand cru, mais un très grand cru qui, malgré son côté, comme tu disais tout à l'heure, clivant, son côté très différent des productions mainstream, en fait, a réussi malgré tout à toucher tout le monde. C'est vrai que le tour par tour, faut kiffer. Là, en plus, c'est du tour par tour avec des composantes de temps réel, c'est-à-dire tu peux pas laisser poser ta manette, aller te faire un café et revenir, parce que tu peux te faire latter en 2 secondes parce que t'as pas fait attention, par exemple. Il y a un côté aussi très tranché dans l'identité visuelle, et ce jeu te fait voyager, clairement. La représentation de la Belle Époque, et surtout du côté France, du côté un peu Paris, est super intéressante, et ça tranche aussi des jeux qu'on nous abreuve en ce moment, type Heroic Fantasy, ou même côté japonais aussi, beaucoup. Et ça, c'est très très fort, je trouve, en fait. C'est là-dessus que le studio a réussi à faire quelque chose de différent. Après, tu le sais, moi, j'attendais beaucoup au départ Clair Obscur, je l'avais mis dans mes attentes. Quand j'ai vu la première vidéo de gameplay qui est tombée en début d'année, j'étais vachement refroidi. C'est vrai que ce jeu me tentait plus trop via son système de combat et le côté très sur information des images. Et je l'ai quand même fait, et au final, je m'éclate, et c'est un jeu qui me plaît énormément, donc comme quoi, hein, comme on dit, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Mais voilà, pourtant je partais avec un a priori négatif, et au final, je trouve que c'est une super proposition. Complètement, hein, mais vraiment. Et puis c'est un jeu qui a une âme, et je pense que ça se retranscrit aussi dans les notes. C'est pour ça qu'on voit un Metascore qui a battu tous les records. Et encore une fois, pas qu'en France, hein, même à l'étranger, le jeu a bien marché. Et oui, tu l'as dit, c'est un jeu qui a une âme, et que ça se ressent. Et qu'à partir de là, les défauts sont occultés et tu te laisses transporter, et ça marche. Donc c'est à saluer. Est-ce que tu as eu des bugs dans le jeu ? 0. Alors, parce que moi j'ai eu quelque chose, et c'était un peu relou. Je me suis retrouvé pendant peut-être facile 5 heures de jeu avec tous mes personnages qui avaient les cheveux blancs. Ouais, parce que ça arrive dans le scénario aussi, mon cher Kira. Ouais, ça je sais, à la fin du jeu, ok. Mais moi je l'ai eu avec tous mes personnages, pas un seul, avec tous mes personnages, et je l'ai eu en début de jeu. Ça, j'avais pas encore fini l'acte 1, que tous mes persos avaient les cheveux blancs. Donc ça, c'était un petit peu galère, et je me suis retrouvé aussi plusieurs fois bloqué dans le décor, surtout dans une espèce de biome, tu sais, où t'as des bras qui sortent du sol. J'ai jamais eu un seul bug. Et en conclusion, l'équilibre dans le chaos, chaque pas est un paradoxe dans notre cher jeu Clair Obscur, donc il emprunte à la Belle Époque, sa grâce un petit peu figée mais son angoisse moderne. Il a hérité du Clair Obscur la partie baroque, ombre, lumière. Il fusionne le style du JRPG et du Souls-like, et j'ai beaucoup aimé la tournure que tu avais dit tout à l'heure, alors que c'était sur le papier, ça matchait pas, et au final ça fonctionne très très bien. Donc voilà, écoutez, jouez à Clair Obscur, faites-vous votre propre avis. En plus, le jeu est pas cher. Il le disait, Guillaume, il a fait ce jeu pour les fans de JRPG, pour que ça leur plaise. Et moi, j'aime profondément les JRPG, j'aime énormément les Souls. Et ce jeu, pour moi, coche vraiment toutes les cases. Donc il est rentré dans mon GOTY, dans mon top 10 all-time de tous les jeux. Donc est-ce qu'il sera GOTY, comme je l'avais dit aussi, pareil sur les réseaux? À voir, l'année n'est pas finie, mais en tout cas, voilà, il est bien parti pour être dans mes GOTY, avec peut-être même la meilleure OST, la meilleure narration, meilleur RPG, meilleur premier jeu, on verra, mais en tout cas, il sera bien positionné, je pense, dans tout ça. Moi, je suis d'accord avec toi, pareil, c'est un jeu que je devrais bien classer, j'attends de le terminer, même si niveau rythme de narration, j'ai été un petit peu plus circonspect que toi, mais voilà, ça reste un très grand cru, je vais pas le mettre dans mon top 10 all-time, mais en tout cas, c'est un jeu que je suis content d'avoir fait, que je suis content d'avoir vécu, parce qu'il m'a touché très profondément. Et en plus, sans transition, mon cher Kira, parce que la chronique est déjà très longue, tu vas nous parler de Disney, avec un ton un peu plus léger. Je vais faire plus court. Avec un ton un peu plus léger, je pense, hein, parce que je me rappelle du Mickey que j'ai lu, c'était quand même, on se fend la poire. Voilà, je vais vous parler d'une collection Disney. Avant ça, je vous ai sélectionné une petite musique d'un ancien jeu Disney. Si vous avez le nom du jeu, n'hésitez pas à nous le commenter. En fait, on va voir qui a l'oreille, qui a Louis Fine. Donc surtout Louis Fine. Donc n'hésitez pas. Donc juste après ça, j'attaque. Go.
La collection Disney Création Originale de Glénat est une bonne pioche pour les amateurs de BD, de l'univers de Disney. Donc elles offrent aux auteurs une liberté créative de réinterpréter les aventures du personnage emblématique tout en conservant l'essence de leur charme intemporel. Donc c'est quand même assez fort, parce qu'on connaît Disney qui est quand même très qui a ses doigts crochus tout le temps sur ses licences et qui veut pas que ça soit trop travaillé, trop changé ou quoi, mais là on se retrouve vraiment sur quelque chose où on sent que les auteurs se sont fait plaisir. Et donc cette approche permet de proposer des récits originaux teintés d'une esthétique rétro et d'une narration moderne. Le premier, dans Mickey contre l'Alliance Maléfique, Nicolas Potier au scénario et Johan Pilet au dessin plongent Mickey et ses amis, bien sûr, dans une aventure au cœur de New Mickeyville, une ville rétro-futuriste dans la lignée des Jetsons. Dans cette ville, le fantôme noir orchestre un plan machiavélique. Après avoir incarcéré dans une prison spatiale, il parvient à s'évader et avec lui, bien sûr, tous les criminels les plus redoutables. On va retrouver Patibulaire, les Raptous, Spectrus et Laurent Houtan. J'aime bien le jeu de mots, il est marrant. C'est validé. Formant ainsi donc l'Alliance Maléfique. Face à cette menace, Mickey rassemble ses alliés, Dingo, Minnie et Donald, pour créer les Space Ranger Force, donnant lieu à un affrontement spectaculaire. Donc déjà, ça met vraiment le truc direct, on est sur des rangers de l'espace, un petit peu à la manière d'un Toy Story, mais dans le délire Mickey et ses amis. Et surtout, ce qui m'a frappé, moi, sur cette première lecture, c'est le style graphique de Johan Pilet, qui est un hommage aux bandes dessinées Mickey Magazine classique, je sais pas si tu te souviens. Non, pas trop. Les vieux Mickey Magazine, donc je parle ceux d'avant ma naissance, des années, on va dire, des années 60-70, ils avaient des couleurs vintage. Alors mon père en avait, donc c'est comme ça que je m'en souviens, ils étaient dans les toilettes. donc ils avaient des couleurs vintage, des traits quand même assez dynamiques et qui rappelaient aussi les premiers designs de Mickey. Et donc là on va se retrouver avec vraiment le même type de dessin. On va avoir une mise en scène qui est quand même vraiment top, c'est très bien découpé, ça alterne entre les séquences d'action, les moments plus humoristiques, c'est quand même très bien dosé. Et l'album puise dans l'esthétique rétro-futuriste que j'apprécie beaucoup. Ça m'a rappelé Flash Gordon, pareil, les vieux dessins animés qui passaient quand j'étais gamin, ou même les vieilles BD Flash Gordon, avec une ville futuriste et des technologies avancées qui évoquent les récits de science-fiction des années 70. Donc moi je sais que, tu le sais maintenant, hein, les années 70 en termes de science-fiction, j'aime beaucoup le style. On va retrouver vraiment des réminiscences de cette période. Et ça va être couplé au scénario de Nicolas Potier qui a truffé son récit de jeux de mots et de références aux grands classiques du genre. Donc cet album réussit à retranscrire l'ADN du personnage tout en lui offrant une nouvelle dimension, notamment à travers des thématiques modernes comme l'influence des réseaux sociaux et des médias sur le pouvoir de l'image. Donc dans une époque où la communication façonne la perception des héros et des vilains, on retrouve la lutte classique entre les forces du bien et les forces du mal. Et Mickey et ses amis incarnent donc l'idée que le courage et la solidarité peuvent triompher des adversités, même lorsqu'elles semblent insurmontables, et surtout quand notre image, on va dire tout ce que notre image représente est contre nous. Et ça c'est super cool, parce que je trouve que c'est quand même une bonne thématique qui colle bien à l'univers de la petite souris, et surtout qui permet justement de raconter quelque chose au-delà des gags et de l'histoire traditionnelle de Mickey. Oui, puis la force de Mickey, c'est de savoir évoluer avec son époque, un peu comme Astérix, on parlait de ça la semaine dernière ou celle d'avant, je sais plus. Et là, comme tu dis, ça s'inscrit dans des thèmes hyper contemporains, en gardant l'ADN de Mickey, à savoir que c'est drôle, c'est un peu farfelu et tout. Donc ouais, pour moi, c'est une des grandes forces de la bande dessinée, je l'ai beaucoup aimé aussi. Autre titre, du coup, le second, ça s'appelle Un travail pour Fantomiald. Donc la collection a commencé déjà depuis quelques années, mais ceux-là, c'est les 2 derniers qui sont sortis. Et donc, ce tome est signé par Baptême et Potier, toujours. Il met en scène le célèbre alter ego masqué de Donald dans une aventure où il doit jongler entre sa vie quotidienne et son rôle de justicier. Le récit explore avec finesse quand même des dilemmes du héros, donc partagés entre son identité secrète et les responsabilités qui en découlent.
La thématique du héros masqué est donc au cœur du récit, et surtout ils se permettent de faire une caricature de tous les films de super-héros qu'on voit en ce moment en fait, et ça va mettre en lumière les dilemmes du personnage à jongler entre ses responsabilités personnelles et son engagement héroïque. Donc ça rappelle énormément de récits, mais ils ont poussé les potards au maximum parce qu'on est vraiment sur un style qui est beaucoup plus humoristique. On connaît tous Donald, hein. Donc on va se retrouver avec un personnage qui est forcément râleur, ce qui va entrer en contradiction avec son personnage de super-héros. Au niveau des dessins, ça reste fidèle à l'esprit des bandes dessinées, toujours. On a un style qui est fluide et expressif, donc ça renforce l'impact des scènes d'action et des moments comiques. La mise en scène est également très efficace, donc ça alterne beaucoup entre tension et légèreté, ce qui rend l'histoire très pertinente pour tous les lecteurs de tous âges. Contrairement au Mickey, où au final est peut-être plus adulte, on va dire plus pour fin de vingtaine, trentenaire, au niveau des références et au niveau de la façon dont la bande dessinée est agencée. Celui-ci, on va se retrouver vraiment avec un récit qui est certes qui tient sur toute la BD, mais surtout chaque page va enchaîner les gags, tu sais, ça m'a un peu fait penser aux vieilles bandes dessinées où chaque page c'était une histoire différente. Ouais, et puis c'est agréable à lire ça. Tu vois, c'est dynamique et tout. Et j'ai un peu plus peur avec ce personnage, tu sais que moi j'aime un peu moins Donald. Est-ce que il est vraiment trop parfois burlesque, absurde et tout, ou franchement ça va, il se tient bien notre cher Donald? Ah non, c'est complètement ça, hein. Ça reste Donald, on est vraiment dans le pur personnage, le personnage est burlesque certes, il en fait des caisses tout le temps, et surtout c'est un personnage qui est très très râleur, ce qui est quand même assez comique, parce que tu vois qu'il va se retenir de râler quand il est le super-héros, et des fois le naturel revient au galop, donc ce qui est plutôt marrant. Et ces deux histoires sont avant tout des récits d'aventure, où les personnages doivent révéler des défis, explorer des lieux différents, et affronter des dangers. Ces quêtes de nouveaux territoires et de mystère offre un voyage léger et très immersif dans l'univers de Disney, avec un humour omniprésent, donc comme je disais surtout pour la deuxième bande dessinée. Et au final, moi j'ai quand même préféré la bande dessinée Mickey, c'était celle qui m'a le plus plu par rapport aux deux, parce qu'encore une fois j'aime moins le personnage de Donald, mais ça reste une très bonne pioche également, et je trouve que ces BD ont réussi à adopter un style vintage qui rappelle les premières planches de Mickey, ce que je disais tout à l'heure, mais avec des choix esthétiques et un hommage aux bandes dessinées, que ce soit à la fois actuelles, aux dessins animés également Disney qu'on a connus dans les années 90-2000, tout en intégrant une mise en scène beaucoup plus moderne, comme toutes les dernières bandes dessinées qui sortent sur le moment en tout cas. Et ces deux albums réussissent à marier l'héritage Disney et innovation, ça permet de séduire à la fois les lecteurs nostalgiques comme moi en fait, hein, comme nous, et la nouvelle génération. Ouais. C'est ça. Je vais conclure parce que comme on a fait quelque chose de plus light avec on savait que Clair Obscur ça allait prendre du temps. Ces albums de la collection Disney Création Originale sont de véritables réussites. Ils allient qualité narrative, richesse graphique et hommage aux classiques, tout en apportant une touche de modernité. Le papier utilisé est en plus d'excellente facture, ça met en valeur les dessins vintage qui rappellent les grandes heures de la bande dessinée Disney. Et moi j'avais la banane sur toute la. Alors quand je dis la banane, j'avais le sourire hein, sur toute la partie de lecture de Disney et je peux que vous le recommander. Et comme on aime le dire, ça fait, je trouve, des bonnes idées cadeaux, parce que il y a un élément que tu disais dans tes chroniques que je trouve hyper intéressante, c'est que ça s'adresse à tous. Et pour moi, c'est vraiment le critère important sur une BD franco-belge, de pouvoir avoir différents niveaux de lecture, jouer sur plusieurs thématiques. Donc ça fait une super idée cadeau. On peut surprendre même une personne, de 40 ans à lui offrir une BD Mickey et que le mec, en fait, il s'éclate, quoi. Donc je trouve vraiment la force de... Moi, j'ai lu que la Mickey, mais je trouve que c'est vraiment une de force de cette BD. Après, on est vraiment à l'ancienne dans le côté franco-belge, dans le sens où on va se retrouver aussi avec certaines cases qui sont très verbeuses, qui parlent beaucoup, donc ça peut dérouter les lecteurs de comics essentiellement ou de mangas qui sont tendance à être quand même beaucoup plus concis, mais une fois qu'on rentre dedans et qu'on prend le rythme en fait, c'est-à-dire c'est pas une bande dessinée qu'on va lire de façon effrénée, c'est-à-dire on va prendre le temps sur chaque case de bien la lire, la regarder, bien la lire, la regarder, c'est vraiment une autre façon de consommer, on va dire, cette bande dessinée. Et en plus, c'est pas excessif, ça doit valoir une quinzaine d'euros, je crois, de mémoire. Donc ça reste un bel album. Carrément. Et merci beaucoup, mon cher Kira, pour ces deux belles chroniques. Et en plus, je sais que c'est pas évident de faire deux chroniques en une, donc franchement, bravo. Oui, puis les bandes dessinées aussi, c'est vrai que j'en fais pas souvent, et c'est vrai que c'est quelque chose
je me suis dit de temps en temps il faut tenter l'expérience, et c'est vrai que j'en ai pas fait énormément jusque là, et c'est vrai que c'est pas simple mine de rien de retranscrire les émotions d'une lecture, et surtout de trouver l'angle pour pouvoir les aborder. Mais surtout que tu es plus un cinéphile accompli qu'un gros lecteur de bande dessinée, mais tu t'en es sorti très bien, mon cher Kira. Et d'ailleurs, je te laisse le mot de la fin d'ailleurs, mon cher Kira. Pas de big up cette semaine, vous l'avez compris, l'émission est déjà très longue, mais vous êtes tous nos big up en fait, toutes et tous. Donc voilà, big up à vous tous. Big up à vous tous. En tout cas, merci d'avoir animé cette émission avec toi déjà. Je remercie également tous nos auditeurs pour leur soutien et pour leur retour, donc c'est très très cool. N'hésitez pas à aller au cinéma voir Destination Finale, c'était très très cool. De jouer à des jeux vidéo, donc Clair Obscur, c'est vraiment très bien également. Écouter de la musique, lire des livres, le classique. De quoi tu parles toi la semaine prochaine ? Je parle de Shin Zero, un manga français, donc un franga. Voilà. Qui est très très bien. D'accord, ok. Moi normalement, si tout va bien, ça sera The Instinct, le jeu de policier dont je vous parlais tout à l'heure. Tu enquilles, bravo, toujours dans l'actu. J'enquille pas mal, tout à fait. À la semaine prochaine, ciao. Ciao.